Bonjour mesdames et messieurs. Vous l'aurez compris, nous sommes le bouquet final. Donc nous allons vous mettre plein les yeux et les oreilles de terres rares. Et je vous demande déjà la permission d'élargir un tout petit peu vers d'autres matériaux stratégiques, comme par exemple le lithium. Donc en attendant, je remercie Catherine Lagnon, si elle veut bien nous rejoindre, ainsi que Sébastien Renaud. On aura Maria Eugenia qui, elle est en vidéo. Merci à vous. Alors, pourquoi ces terres rares qui ne sont pas si rares que ça? On reviendra dessus. Oui. Ah, nous avons perdu Catherine. Ah, ben, ce sont les 2 minutes. C'est la faute de la table précédente. Oui, écoutez, c'est comme ça. Hein. L'organisation, c'est l'organisation, monsieur. Bon, alors donc, je vais un peu allonger ce que je voulais dire. Voilà, elle arrive. Donc, parce que c'était rare, on les trouve un peu partout, vous voyez. Donc, Monsieur Tesla, là, s'il ne s'est pas enfui avec la voiture, il pourra vous dire qu'il y a dans la motorisation, dans le système de freinage, même dans les haut-parleurs. Et puis, si vous voulez prendre le vélo, reste aussi le numérique, les smartphones, les tablettes. Et à moins que vous souhaitez qu'on fasse une rupture technologique et qu'on mette au chômage les charmants messieurs qui, tout à l'heure, nous avaient si bien présenté les impacts du numérique. Mais il nous reste quand même l'objectif fixé par la Commission européenne, c'est-à-dire minimum d'émissions CO2, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de l'éolien qui s'en sert, qu'est-ce qu'on fait du voltaïque qui s'en sert. Donc, vous voyez, on commence à être un tout petit peu coincé. Alors, c'était rare. Est-ce qu'elles sont si rares que ça? Peut-être pas. Je ne dis pas qu'il y a sur mes pieds, là, actuellement. Il y a bien sûr des gisements, hein, très importants. Mais ceux qui, on les appelle rares, pourquoi? Parce qu'elles sont très difficiles à séparer chimiquement. Et puis, le procédé, il est fortement polluant, ce qui fait que, vous voyez, on a filé ça un peu vers la Chine. Et puis, là, si Robert il est présent, il pourra confirmer peut-être qu'aux États-Unis, il y a 2-3 petites années, ils ont réouvert une mine de terres rares en Californie, je pense. La Scandinavie aussi s'y intéresse et vous allez voir que la France se bat et on a quand même des réserves qu'il faut aller chercher. Voilà, donc il y a peut-être 3 défis, voire plus si vous en voyez. Peut-être premièrement avoir une équipe d'experts techniques, scientifiques, capables d'aller chercher toutes ces ressources de la Terre. Et aider éventuellement des entreprises pionnières qui veulent s'y lancer dedans. Peut-être un deuxième défi, c'est essayer de faire comprendre à des niveaux qui nous dépassent au-dessus, décisionnels, que la transition n'est pas qu'une idéologie, je veux dire, mais qu'il faut se donner les moyens et qu'il y a toute une démarche financière à prévoir en amont pour rechercher des ressources. Et peut-être c'est l'acceptabilité. Et ça, vous savez que c'est liste, mais pas last du tout. C'est-à-dire que tout le monde veut la transition énergétique, mais pas chez soi. C'est-à-dire qu'il va falloir peut-être mettre en place soit des projets gagnant-gagnant, et on va vous donner un exemple, soit peut-être changer un tout petit peu de discours parce que les gens ne sont peut-être pas suffisamment sensibles à la notion de d'ici 2035, on va baisser de 30% les émissions CO2,
Ou sinon, d'ici 50 ans, vous allez faire les universités d'été avec les pieds dans l'eau. Donc peut-être faut-il dire que si la Chine continue à réduire ses importations, ben, on va payer ceci un tout petit peu plus cher. Bon, alors, pour le premier défi que je voyais, il n'y a pas mieux que Madame Catherine Lagnon pour nous l'introduire. PDG de BRGM. PDG, je sais ce que vous savez ce que c'est. BRGM, c'est notre établissement public appelé Bureau de recherche avec un S géologique et minière, qui va nous parler justement d'une de leurs missions qui consiste en la valorisation de notre sous-sol. Là, Catherine, je vais éviter le torticolis. Voilà. Le torticolis, je vais... Merci beaucoup, Luminita. Merci pour cette introduction. Vous avez tout dit. Bon, presque. Bah écoutez, j'avais prévu des transparents. Je ne sais pas qui c'est moi qui vais avancer. Comment ça se passe? Très bien. Alors écoutez, je ne résiste pas quand même pour commencer par vous présenter le BRGM. Pour ceux qui nous connaissent, peut-être vous pouvez vous étonner d'avoir cette vieille dame poussiéreuse devant vous. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est l'occasion de nous découvrir. Donc le BRGM, il s'agit d'un établissement public, un établissement de recherche et d'expertise. On est à peu près 1000 salariés répartis partout en France, puisque les sujets du sol et du sous-sol, c'est le territoire, donc c'est partout en France et en Outre-mer. Nous avons également des missions à l'international, et d'ailleurs, les missions, ce que je vais vous présenter aujourd'hui sur les ressources minérales, puisque notre pays ne s'y est pas intéressé pendant près de 30 ans, nous les avons conservées, nous avons conservé cette expertise grâce à des missions à l'international, et notamment un investissement très fort sur le continent africain. Alors, qu'est-ce qu'on fait exactement? Nous sommes le service géologique national, on regarde tous les sujets liés au sous-sol. Les plus gros sujets qui nous importent, sur lesquels on travaille, sont les risques et l'aménagement du territoire. Nous avons d'abord une mission de service public de maintien en état de tous les anciens sites miniers. C'est une grosse mission pour l'établissement, c'est 20% de l'établissement. Et puis, des sujets que vous connaissez sûrement, en tout cas, ceux qui ont des logements sont souvent concernés. Un gros sujet sur lequel nous travaillons aujourd'hui, c'est le retrait-gonflement des argiles en particulier. Et puis ici, puisque nous sommes proches des côtes, bien sûr, le retrait du trait de côte aussi. Donc tous ces sujets-là sont des sujets majeurs pour notre pays et très importants sur lesquels nous travaillons en termes de recherche et d'expertise. Le deuxième grand sujet pour lequel on est très connu, parce que vous le voyez tous les mois, c'est la publication de la situation des nappes phréatiques. Nous opérons le réseau piézométrique national, donc nous observons l'évolution du niveau des eaux souterraines. Vous savez, c'est 2/3 de l'eau potable, donc évidemment, c'est là aussi un sujet majeur pour l'établissement. Autre sujet dont on ne parlera pas aujourd'hui, transition énergétique et espace souterrain. Certains en ont parlé dans les tables rondes précédentes. La géothermie, bien sûr, le stockage de CO2, l'hydrogène, tous ces sujets-là, un peu nouveaux, pour faire face à la transition énergétique. J'ai coutume de dire, finalement, le CO2 qu'on a relâché dans l'atmosphère, il vient d'où? Ah bah, du sol et du sous-sol. Alors, c'est bien sûr par le sol et le sous-sol que nous trouvons des solutions. C'est pour ça que même si on est un peu poussiéreux, on est là aussi pour parler innovation. Alors, aujourd'hui, on va parler plutôt terres rares et ressources minérales. Alors, pourquoi on parle des terres rares? Alors d'abord parce qu'on est à La Rochelle. Ouais. Et à La Rochelle, il y a un site important, emblématique, un site de Solvay, qui fait du raffinage de terres rares et dans lequel la France a choisi d'investir. C'était des annonces du dernier sommet de Choose France. Ensuite, la crise de 2010, qui a mis un peu en avant le sujet des terres rares. Vous en avez parlé dans votre introduction, parce qu'on s'est rendu compte à ce moment-là qu'on était très dépendant des importations, et en particulier des importations chinoises, on le verra tout à l'heure, et que hier, quand on pensait que le sujet des ressources était un sujet de limitation des ressources, on s'est rendu compte que dans le temps présent, le sujet des ressources est un sujet de souveraineté. Alors, c'est pour ça que je dis que les terres rares, ce sont des substances emblématiques pour les enjeux d'approvisionnement pour faire face à la transition énergétique et numérique. Alors, de quoi parle-t-on? Je ne vais pas rentrer dans le détail. On parle de 16 ou 17 éléments selon la littérature. Alors, on appelle terres rares, ce sont ni de la terre, ni
des éléments rares. Voilà, bon, retenez ça. Alors pourquoi terre? Ça vient de Lavoisier du XVIIIe siècle. Et on a trouvé des éléments après dans des terres, mais ce sont des éléments métalliques. Ils ne sont pas rares, néanmoins ils sont dispersés et en très faible quantité un peu partout, ce qui fait qu'ils ne sont pas si faciles que ça à exploiter et à raffiner, que des gisements importants sont assez rares en réalité. Nous avons des terres rares en France, notamment des terres rares légères, c'est les REE, mais en quantité assez faible, qui fait que probablement on n'aura jamais d'exploitation de terres rares sur le sous-sol national. Alors vous voyez qu'elles ne sont pas très rares, là c'est simplement une expression de la concentration dans la croûte terrestre des différents éléments. Vous voyez que les terres rares légères, il y en a autant que du zinc ou du cuivre, et que les terres rares plus lourdes, il y en a autant que du tungstène ou de l'étain, et en tout cas beaucoup plus que de l'or par exemple. Alors, à quoi ça sert? Ça sert à beaucoup de choses. En fait, les terres rares, c'est des éléments qui ont des propriétés chimiques très semblables, qui sont assez exceptionnelles. D'abord, on l'utilise pour faire la catalyse, on les utilise parce qu'elles ont des propriétés luminescentes assez particulières, il y en a partout dans vos écrans. On les utilise pour faire du polissage du verre, et puis on les utilise, et c'est pour ça que souvent on en parle, pour faire des aimants permanents, aimants qui sont dans les automobiles, vous l'avez évoqué, et dans les éoliennes, en particulier les éoliennes offshore. Vous voyez l'ensemble des secteurs d'activité dans lesquels on utilise les terres rares, et on fait l'hypothèse, et on le verra juste après, que nos besoins en terres rares vont ne cesser de croître, en particulier pour faire face à la mobilité électrique et à la transition numérique. Alors, derrière ces terres rares, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, se trouvent des enjeux géopolitiques et donc éthiques, vous l'avez évoqué, parce que le raffinage de ces terres rares en particulier est extrêmement polluant, et l'extraction de ces terres rares est extrêmement polluante, et donc on a en fait au fil des années exporté cette pollution, et nous sommes extrêmement dépendants d'approvisionnement d'autres pays. Vous avez là notre dépendance au niveau de l'Union européenne. Vous voyez que s'agissant des terres rares, nous sommes très dépendants encore de la Chine, 98%, même si aujourd'hui la Chine produit à peu près 60% des terres rares au niveau mondial. Nous, Européens, nous sommes très dépendants de cet approvisionnement. En 2010, c'était plus de 90% au niveau mondial. Il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été réalisés par d'autres pays pour produire des terres rares, ce qui fait qu'ils ont perdu un petit peu de leur place sur le marché mondial. Néanmoins, ils sont suffisamment puissants pour avoir un impact sur les cours, notamment le prix des terres rares, qui n'ont pas augmenté, qui ont plutôt diminué ces dernières années, qui rendent des investissements supplémentaires peu rentables. Et beaucoup d'investissements qui avaient été prévus dans les années 2014-2015 ont en réalité été abandonnés, ce qui fait que nous restons extrêmement dépendants de la Chine pour cet approvisionnement. Vous avez sur la carte une vision de la production minière par continent, et vous voyez que l'Europe a assez délaissé sa production minière au profit d'autres pays qui, de façon volontariste, affichée, ont énormément investi sur ces ressources minérales, et en particulier sur les terres rares. Alors, il y a une petite image en bas, je pense qu'on ne la voit pas tellement, mais du gisement de Bayan Obo, qui est en Mongolie intérieure. Le gisement chinois, c'est 50% des réserves mondiales. 60%, pardon. Vous pourrez regarder un petit peu l'exploitation à Bayan Obo, elle est assez documentée, elle est extrêmement polluante. Il n'y a aucun contrôle des rejets. Il y a de la radioactivité qui s'est développée, parce que quand on raffine des terres rares, en fait, on concentre de la radioactivité naturelle. 80% des terres autour de cette exploitation ne sont plus cultivables, donc un impact environnemental catastrophique. Alors, ce que je souhaitais vous dire, c'est que d'une manière générale, la transition énergétique, la mobilité électrique en particulier, ont une très forte intensité matière. On va avoir besoin de matière. J'ai coutume de dire, rien n'existe qui ne sorte du sol, et encore plus demain, pour les solutions qu'on propose, on a besoin encore plus de matière. Par exemple, pour l'équivalent d'une tranche nucléaire, il faut la moitié de Paris en panneaux solaires. Là, vous voyez que pour un véhicule électrique, par rapport à une voiture conventionnelle, on a besoin de beaucoup plus de ressources minérales. Pour faire de l'éolien offshore, on a besoin de beaucoup plus de ressources, de sortir beaucoup plus de ressources du sol que pour les énergies fossiles. Transition numérique aussi, on en a parlé juste avant dans la table ronde. Alors, j'ai choisi cette petite illustration. La matérialité du numérique ne se voit pas.
On parle du cloud, on parle intelligence artificielle, on parle jumeaux numériques, on parle univers complètement numérique, mais tout ça repose sur de la matière. Et plus on développe le numérique, non seulement plus on a besoin d'énergie, on en a parlé, mais plus on a besoin de métaux, de matière. Et à titre d'illustration, sachez que dans vos poches, pour faire votre téléphone, on a extrait du sous-sol entre 50 et 200 kg de minerais. Alors, quels que soient les scénarios, on va avoir besoin de plus de matières premières minérales et métalliques. Vous voyez que j'ai un peu élargi par rapport aux seules terres rares, c'est vrai pour l'ensemble de ces matières. En réalité, les matières dont on va avoir le plus besoin, c'est le cobalt, c'est le lithium, c'est le nickel et c'est le cuivre. Oui, on veut électrifier, on veut avoir une mobilité électrique, on va avoir besoin de transporter cette électricité, on va avoir besoin de cuivre. Et d'ailleurs, vous voyez dans les scénarios là, qui sont les scénarios basés sur les scénarios du GIEC, que plus on a des politiques climatiques ambitieuses, plus on va avoir besoin de ressources. Alors, on peut discuter longtemps, dire « ouais, mais le lithium, on n'aura pas besoin. On va faire du sodium, des batteries au sodium, etc. » Peu importe, on peut faire le tour de la table de Mendeleïev, on aura besoin de matière, quelles que soient les technologies qu'on va développer. Alors, par exemple, à titre d'illustration, on dit que la demande en cuivre, dans les 25 prochaines années, va être supérieure à la totalité du cuivre qu'on a extrait du sous-sol depuis le début de l'humanité. Alors, maintenant que je vous ai dit ça, rassurez-vous, des projets miniers, il y en a. Il y en a beaucoup. Alors, pour un projet minier, on estime qu'il faut entre 15 et 20 ans, entre le moment où on se dit, là, il doit y avoir un truc, et le moment où on ouvre une mine. Ce qui fait, je ne l'ai pas mis dans mes slides, que la cinétique ou la croissance de production de ces ressources par rapport à nos besoins, on n'est pas complètement certain qu'on va avoir un équilibre entre l'offre et la demande au même instant, même si, comme vous le voyez, il y a beaucoup de projets dans le monde. Alors ça, c'est une carte de 2020, elle ne comporte pas le projet qui est le projet français dans l'Allier, mais enfin, vous voyez que la France se singularise par l'absence de projets miniers. Alors l'activité minière, vous le savez, je l'ai dit un peu tout à l'heure s'agissant de l'activité chinoise, c'est une industrie porteuse de risques et d'impact sur lesquels nous travaillons, d'autres travaillent aussi, les industriels travaillent pour en réduire les impacts. Néanmoins, il y en a, la consommation énergétique, les émissions, les impacts sur l'environnement, la biodiversité, les déchets, les effluents, l'usage de l'eau, beaucoup d'eau souvent, à la fois pour extraire et pour raffiner. Et puis, il y a autour de ces sujets-là beaucoup de sujets géopolitiques, de corruption, compte tenu des pays dans lesquels aujourd'hui a lieu l'extraction. Comme je l'écris là, 70% aujourd'hui des opérations minières sont dans des zones de stress hydrique, par exemple. Donc un impact très fort sur la ressource en eau. Et on utilise beaucoup d'énergie pour extraire, bien sûr, les ressources du sous-sol. Et comme je vous l'ai dit, demain, probablement, il nous en faudra encore plus. Alors, bon, maintenant je vous ai dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Alors d'abord, évidemment, premier enjeu, la sobriété. Mais pas que la sobriété énergétique, la sobriété matière, peut-être la sobriété des technologies elles-mêmes, avec cet impératif et cette contradiction permanente entre cette nécessité de ralentir et en même temps cette accélération de l'innovation, du numérique en particulier, qui nécessite, comme je vous l'ai montré, d'augmenter cette intensité matière. L'Europe s'est emparée du sujet, elle l'avait fait d'ailleurs dès 2008, la crise de 2010 a un peu accéléré les choses, puis très récemment, en 2023, a adopté le European Critical Raw Materials Act, qui donne, et vous l'avez dit en introduction, des objectifs ambitieux d'extraction sur le sous-sol européen, 10%, mais aussi, bien sûr, de recyclage, avec un objectif très fort de 25% de taux de recyclage sur le sous-sol européen. Ce n'était même pas ce qui était proposé, c'est vraiment une ambition donnée encore plus forte par l'Europe, même si le recyclage n'est pas facile. Je ne vais pas développer ce sujet plus particulièrement, mais bien sûr, le recyclage aussi est coûteux en termes énergétiques. On sait qu'on perd de la matière quand on recycle, et néanmoins, on n'a encore pas assez sorti d'éléments pour faire face à tous nos besoins. Je vous l'ai dit, le cuivre, on va en sortir beaucoup plus qu'on en a déjà sorti depuis le début de l'humanité. Donc même si on recyclait tout, on n'en aurait pas assez, il faut en sortir encore.
Voilà, beaucoup d'ambition et de travaux au niveau européen, de financement également. Une mobilisation française, alors par exemple, qui s'est manifestée par la remise d'un rapport par Philippe Varin à la ministre de l'Énergie en 2022, qui a mis en avant ces sujets, à la fois ces besoins pour la transition énergétique et ce sujet très fort de souveraineté, qui a conduit notamment à la nomination d'un délégué interministériel aux approvisionnements en matériaux stratégiques, le DIAMS. J'ai mis une illustration là de son investissement en termes de diplomatie minérale, parce qu'il ne s'agit pas que d'aller chercher dans le sous-sol, mais bien sûr aussi de trouver des partenariats avec d'autres pays pour sécuriser nos approvisionnements. Nous, BRGM, on est mobilisés plus particulièrement sur deux sujets importants. D'abord, nous portons l'Observatoire français des ressources minérales, l'OFREMI, avec d'autres partenaires, le CEA, l'IFPEN, l'ADEME, l'IFRI. Nous travaillons donc sur la compréhension des chaînes de valeur des ressources minérales. Il n'y a pas que le sujet de la présence de la ressource dans le sous-sol, il y a tout le sujet de la transformation de cette ressource, du raffinage, de la compréhension de la valeur économique tout le long de cette chaîne de transformation. Et nous réalisons ce travail plutôt d'économiste, mais je suppose que l'intervenante ensuite en parlera, pour le compte de nos industriels. Le président de la République nous a également demandé, dans le cadre de la planification écologique, de lancer un grand inventaire des ressources minérales sur le sous-sol national. Alors vous avez une carte, là, vous dites, vous le connaissez très bien, le potentiel. Oui, on a déjà fait un inventaire des ressources minérales dans les années 70-80, mais à l'époque, on n'allait pas chercher les mêmes substances. Par exemple, on n'est jamais allé chercher le lithium, ça ne nous intéressait pas. Et bien sûr, les méthodes scientifiques, géophysiques, pour connaître ce qu'il y a sous notre sous-sol, parce qu'il est à la fois proche mais inaccessible, ont évolué. Donc on connaît assez bien le sous-sol jusqu'à 200 mètres. Au-delà, on est capable de le faire, mais il faut refaire ce qu'on appelle des relevés géophysiques, des relevés géochimiques, pour essayer d'aller comprendre, connaître ce qu'il y a dans notre sous-sol, et de façon plus profonde. Donc c'est ça qu'on va faire dans les prochaines années, et sur lesquelles on est mobilisé, en particulier sur nos massifs anciens, qui sont les massifs qui contiennent, et on le sait, des ressources de façon importante. 1 minute, Catherine. 1 minute, j'en ai terminé. Simplement pour vous dire aussi que nous travaillons aussi sur un certain nombre de projets de recherche, pour, on l'a dit, l'exploitation plus durable, responsable, définir ce que ça veut dire, une mine responsable, que nous sommes impliqués aussi en termes de sciences humaines et sociales, sur les questions d'acceptabilité, de dialogue entre la science et la société. Ce sont des sujets importants, vous l'avez dit. Alors on est tous contents de faire la transition énergétique, numérique, tant que ça se passe chez les autres. Quand demain, pour des raisons de souveraineté encore et d'indépendance stratégique, on va réfléchir peut-être à réouvrir des exploitations sur notre sous-sol, il va falloir qu'on en parle ensemble et qu'on trouve le terrain de discussion scientifique pour notre pays. Ensuite, on travaille beaucoup, nous, sur l'analyse du cycle de vie, pour que dès la conception, on s'interroge non seulement sur l'impact des produits, mais que toute cette réflexion dans le développement des innovations, de vos innovations, incorpore également la question stratégique des ressources minérales. Voilà, j'en ai terminé. J'espère vous avoir convaincu que le sous-sol comporte des solutions et des innovations pour faire face aussi à la transition énergétique et numérique. Merci beaucoup. Merci Catherine. Pour que je puisse bien dormir cette nuit, il n'y a pas de réserve en Guyane? Je pensais qu'il y en avait. On a beaucoup d'or en Guyane, on a des exploitations ouvertes. Pas les mêmes. Tout à fait. Bon. D'accord. Bon, écoutez, je vais... Pardon, je vais m'approcher du micro déjà. Donc, je vais vous dévoiler, bien que je n'ai pas demandé l'accord, nos coulisses, Catherine et moi-même, qui se disait, l'intervenante suivante, qui est maîtresse de conférence en économie à Paris et Saclay, on va faire un doublon, mais je lui ai dit, mais c'est merveilleux. C'est tellement rare que les scientifiques soient d'accord avec les économistes que je ne pouvais pas, même si je leur demandais de faire du plagiat. Alors, je vais quand même vous dire le dicton du jour. Donc, c'est Maria Eugenia Sana. Entre nous, elle s'appelle Maria Eugenia. Elle m'a donné le droit de l'appeler comme ça. Elle nous regarde en ce moment. Bonjour. Donc, dicton du jour, on ne cache pas le soleil avec un doigt.
qui veut dire transition, ça ne veut pas dire forcément je passe d'une énergie à une autre, mais pour vous montrer à quel point elle est en accord avec Catherine, c'était recyclage. 300% recyclage, même s'il faut encore en extraire. Mais je vous laisse l'écouter, lui remercier de loin. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Marie-Eugénie Saman et je suis experte en économie appliquée, spécialiste dans la transition énergétique et la neutralité carbone. Je suis coordinatrice du groupe de chercheurs en économie appliquée du Centre d'économie de Paris-Saclay et responsable de l'axe transition sectorielle de la chaîne énergie-prospérité. Dans ce cadre, je supervise plusieurs thèses sur la thématique de la neutralité carbone. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance des terres rares dans la transition vers la neutralité carbone. Et donc, d'abord, je voudrais souligner que les terres rares représentent un défi occidental en termes aussi bien de réserve que de production, parce que la plupart des réserves se trouvent, comme on voit dans le plan, en Asie, et la plupart de la production est faite en Chine. Ce défi est traduit dans le Critical Raw Material Act au niveau européen, où tous les éléments que vous voyez à gauche sont mentionnés comme matériaux critiques, et en particulier les terres rares lourdes et légères en font partie. Comme on voit à droite, les terres rares qui apparaissent ici sont à la fois très importantes pour la transition énergétique parce qu'on les utilise dans les éoliens, dans les voitures électriques, en plus de les utiliser pour la digitalisation et l'optimisation du réseau électrique. Il y a aussi des autres matériaux critiques qui ne sont pas de terres rares, comme le nickel, le lithium, le cobalt, tous les matériaux qui sont utilisés dans la production de batteries, par exemple. Pourquoi on parle souvent de terres rares? Parce que c'est des éléments qui, dans leur forme métallique, ont des propriétés magnétiques qui sont spécifiquement importants pour ces nouvelles technologies, de conductivité, etc. Nous savons en Europe ces problématiques géopolitiques qui sont dans le sens où, si on voit ces éléments, la plupart, jusqu'à maintenant, ont été produits et importés des BRICS+, donc de la Chine plus particulièrement, et de la Russie, ou des autres pays de ces blocs croissants. Le problème, de quelque sorte, n'est pas que géopolitique, ni technique, mais bien évidemment, en étant économiste, je vais vous parler de l'importance d'un point de vue marché. Donc, on est dans une nouvelle ère énergétique, pas seulement par le besoin de transition, mais aussi par la dynamique imposée par ces nouvelles technologies. Je vous montre ici comment le prix des batteries pour des voitures électriques a diminué d'une façon exponentielle depuis 2010, comme l'avaient fait les CNR auparavant. Et en plus, euh, côté européen, nous sommes coupés d'un fournisseur historique de gaz qui, je vous rappelle, disons, avec cette photo de sabotage de Nord Stream. Donc, il y a des changements radicaux qu'on va devoir incorporer et qu'on est déjà en train d'observer. Donc, il y a une projection par rapport à la croissance mondiale des matériaux critiques, par exemple pour la production de batteries jusqu'à 2040, qui montre
que la demande de lithium va augmenter de 40%, de graphite de plus de 20%. Et au niveau européen, on observe donc, les scénarios euh, qui regardent les soins en termes de matériaux qui sont compatibles avec Repower EU, parle aussi d'une croissance, une multiplication de la demande de lithium de 20 fois, mais même de la demande de cuivre de 10 fois. Le cuivre étant très important pour les réseaux électriques. Donc, ces changements, la digitalisation, les nouvelles technologies, c'est quelque chose qui est déjà en marche et que nous devons faire avec. Donc, d'un point de vue économique, les changements, il est très important parce que nous passons d'un monde des commodities, c'est-à-dire des biens homogènes qui ont produit dans des différents endroits et qu'ils sont plus ou moins substituables facilement, à un monde des métaux spécifiques, c'est-à-dire des métaux où la qualité compte et où on va devoir choisir la qualité et du coup le processus utilisé d'une façon très spécifique. Nous passons aussi d'un monde non renouvelable à un monde recyclable, quelque chose dont on ne parle pas forcément beaucoup, mais qui a son importance. Donc, d'un point de vue de taille de marché, c'est euh, et donc de dynamique de marché, c'est un changement majeur aussi. Le marché pétrolier en 2023 était d'environ 4 000 milliards de dollars, tandis que le marché des terres rares était d'environ 5 milliards. Tout petit, 800 fois plus grand le marché pétrolier. Mais attention, en 2021, la Silicon Valley avait produit un produit brut d'environ 300 milliards de dollars. Et la Silicon Valley ne peut pas continuer à générer de la valeur sans un approvisionnement sur des terres rares. Donc, sur le marché des terres rares, même s'il est tout petit, il y a des sauts de marché qui ont besoin d'un approvisionnement sûr et de qualité. Le côté recyclage est quelque chose de très important. C'est ça que je appelle un avantage compétitif. Pourquoi? Parce que la plupart de ces batteries, par exemple, des voitures électriques, sont consommées dans les pays du Nord global. Et bien évidemment, la Chine. Non. Et donc, ces matériaux que nous ne savons pas forcément euh, extraits in situ sur place, par contre, arrivent dans les batteries, ils peuvent être recyclés et pouvoir maîtriser la technologie de recyclage pourrait représenter une diminution des coûts des productions de batteries très importants. Quand je vous montre dans le méta-analyse à droite, 40% de coûts de batterie pourraient être épargnés grâce au recyclage. Et en plus, euh, les, les impacts environnementaux pourraient aussi diminuer fortement de 48% à même plus de 80%, comme signalent les méta-analyses que je vous présente ici à droite. Donc, pour conclure, dans les médias, actuellement, on observe beaucoup de discussions et parfois de rétropédalage par rapport à cette transition euh, énergétique, écologique, les objectifs et la vitesse à laquelle euh, nous allons arriver à ces objectifs de neutralité. En tout cas, le changement est déjà engagé. Euh, les- L'industrie, les coûts, les marchés sont déjà en train d'aller dans ces sens et le monde ne va pas nous attendre. Euh, donc, il faut réfléchir au plus vite
à des stratégies durables d'approvisionnement et de sobriété et recyclage pour ces matériaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maria Eugenia. Bon, donc, comme je vous avais dit au début, on va élargir un tout petit peu vers d'autres matériaux stratégiques. Et peut-être qu'on verra vraiment un exemple, je dirais, original et vraiment, j'espère, très porteur de acceptabilité en combinant bénéfices pour les collectivités, pour les particuliers, pour les entreprises et extraction de lithium. C'est ce qu'on appelle le lithium géothermal. Donc, j'invite un de nos lauréats, Sébastien Renaud, qui nous vient de directeur général délégué d'Arverne. Pardon, je n'ai pas l'accent Alsace, c'est ça, qui va nous parler de lithium de France. Voilà, donc entre nous aussi, petit secret, si vous voulez, il doit m'en vouloir énormément parce que je lui avais promis qu'on va peut-être lui décerner le prix de la jeunesse et en fait, il a eu le 2e prix hier. Merci, Sébastien. C'est bon là? C'est bon. Bonjour à tous. Effectivement, Arverne Group et Lithium de France sont des sociétés jeunes et moi je suis un petit peu moins jeune. C'est un peu chaud de finir par être le dernier présentateur de cette belle conférence organisée par E5T. Et la chaleur, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Et je vais vous en parler effectivement parce que Arverne Group, c'est un groupe qui s'est donné comme mission d'être l'acteur de la transition énergétique par le sous-sol. Donc je vais déjà vous parler de la chaleur renouvelable. Qu'est-ce que c'est la chaleur renouvelable? C'est la biomasse à 60%, c'est les pompes à chaleur aérothermiques que vous avez chez vous, hein, environ 25%, c'est un peu de solaire thermique, un peu de biogaz et un peu d'incinérateur. Et la géothermie, dans tout ça, c'est à peu près 7 TWh. Donc les 170 TWh, c'est pour l'ensemble de la chaleur renouvelable que l'on consomme en France. Et 7 TWh, c'est la géothermie, donc c'est 3%, c'est rien. 170 TWh, c'est l'équivalent de ce qu'on continue à importer comme gaz, comme méthane, de tous les pays exportateurs, que ce soit la Norvège, les États-Unis, moins la Russie aujourd'hui, le Qatar, le Nigeria. Donc c'est ça. Donc c'est quand même aujourd'hui, il y a un développement de cette chaleur renouvelable, mais ça reste encore un développement assez lent. Nous, la géothermie, ce qu'on développe, c'est vraiment aller chercher la chaleur qui est sous nos pieds, donc c'est souverain par design, je dirais. Et c'est la mission qu'on s'est donnée, c'est une des missions qu'on s'est données, d'aller chercher cette géothermie et d'essayer de la massifier au maximum, puisqu'on a énormément de chaleur sous nos pieds. Et en corollaire de ça, je vais vous rappeler ce chiffre qui a été mentionné par la personne du BRGM, je ne sais plus votre nom de famille, et par l'économiste. Aujourd'hui, le lithium, entre 2020 et 2040, on estime qu'il va falloir multiplier par 42 le volume de lithium disponible pour pouvoir faire face à la transition énergétique. Alors 42 fois, ça semble tellement énorme, c'est-à-dire que l'ensemble des mines de lithium que vous avez aujourd'hui, il va falloir soit faire énormément de recyclage, ce qui n'est pas si évident que ça, soit il va falloir multiplier le nombre de mines par un nombre très, très important. Et c'est vrai que jusqu'à présent, le lithium, comme ça a été dit, tout le monde s'en fichait parce que c'était pour les téléphones, pour les petites piles, c'était des petits volumes. Mais quand vous commencez à les mettre dans vos batteries de voiture, ben là, tout de suite, c'est des volumes qui sont multipliés par des sommes gigantesques. Donc, ayez bien ce chiffre en tête, c'est important. Donc, aujourd'hui, le lithium, c'est effectivement on en trouve partout dans le monde, je dirais. C'est une ressource assez bien dispersée. Simplement, aujourd'hui, elle est plus concentrée dans certaines
dans certains éléments géologiques que sont les salars, donc en Amérique du Sud, au Chili, en Argentine, en Bolivie. Si vous avez été sur les salars, c'est très joli. À l'intérieur des salars, vous avez énormément de lithium. Et le lithium dans les salars est produit en faisant des marais salants. Donc vous allez créer des grandes piscines, vous allez laisser évaporer pendant plusieurs mois l'eau, même si c'est des zones qui sont sous stress hydrique, parce que vous êtes sur le plateau andin, il y a quand même de l'eau, donc il faut quand même laisser cette eau s'évaporer. Et ensuite, vous allez le récupérer, ce lithium, et un peu comme vous faites dans les marais salants ici en région atlantique. Et ensuite, il est envoyé, il est concentré. Et l'autre endroit où vous en produisez beaucoup, c'est en Australie. En Australie, vous avez des mines de spodumène, c'est un minéraux. Et là, pareil, une empreinte environnementale très forte, des mines où on va aller chercher la matière, on va aller la casser, la broyer, mettre beaucoup d'énergie, d'eau pour essayer d'extraire le pourcentage de lithium qu'il y a dans cette roche. Et il faut savoir que le gros du raffinage et de la conversion en lithium batterie, parce que le lithium que vous sortez de ce genre de mine ou de salar, c'est du lithium qui n'est pas un lithium batterie. Donc ensuite, il va falloir le convertir chimiquement, le raffiner, si vous voulez. Et ça se fait en Chine, 90% aujourd'hui. La Chine a développé depuis 20 ans une technologie de batterie. Ils sont bien en avance sur nous, ils ont beaucoup de propriétés intellectuelles sur beaucoup de process. Et c'est vrai que la Chine aujourd'hui a ce monopole de la batterie. Alors, j'ai fait exprès de prendre une carte qui soit centrée sur l'océan Pacifique pour montrer que nous, la France, on n'est pas au milieu de cette zone qui est quand même le nouveau centre économique du monde, hein, et on est un peu à la périphérie. Et c'est vrai que quand on voit ces choses-là, donc le lithium extrait Australie, Chili, raffiné en Chine, et ensuite transporté jusque chez nous, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose un peu plus près ? D'un point de vue souveraineté, comme ça a été mentionné, c'est important. D'un point de vue aussi transport, empreinte écologique, même si comme ça, c'est pas facile à quantifier, mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui est bizarre. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Donc, je ne sais pas si vous reconnaissez ce pont. Il se trouve sur le Rhin, donc dans la région du Bas-Rhin, donc en Alsace. Nous avons notre filiale Lithium de France, que nous avons en partenariat avec les Norvégiens d'Equinor et d'Hydro, qui sont des grosses sociétés norvégiennes qui sont intéressées par ces sujets de transition écologique. Donc nous sommes en train de développer un projet de lithium géothermal. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que on sait déjà qu'il y a énormément de lithium dans le sol, puisque la zone du Rhin est une zone, ce qu'on appelle c'est une zone géologique qui fait qu'il y a un bassin d'effondrement, donc il y a une proximité du magma qui est là. Donc en fait, il y a énormément de minéraux qui remontent régulièrement du sous-sol. Et il y a énormément de lithium. Alors quand je dis énormément, c'est 200 ppm par litre d'eau. Alors 200 ppm, ça fait environ 0,02%, donc c'est pas beaucoup. Mais si vous faites des gros volumes d'eau, ça devient important. Je vais y revenir. Donc effectivement, Lithium de France est en train de développer un projet géothermal chaleur. Donc on va les forer des puits pour aller chercher de l'eau qui est à environ 150 degrés à 2500 mètres, 3000 mètres de profondeur. Donc on va injecter de l'eau froide, elle va balayer sur 2 km un réservoir, elle va remonter par un autre puits chaude, donc on l'injecte à 30 degrés, elle remonte à 150 degrés. Au niveau de la surface, on va, par un échangeur, récupérer les calories. Par un extracteur de lithium, on va récupérer le lithium, comme vous voyez les usines de dessalination qu'il peut y avoir dans des pays du Moyen-Orient. Un peu la même chose, donc des filtres qui vont permettre d'extraire ce lithium. Et ensuite, on va réinjecter l'eau qui sera refroidie et elle va recommencer un cycle. Et quant au lithium, on va ensuite l'envoyer vers une raffinerie qui sera à quelques kilomètres de ces deux puits. Et la chaleur, elle, va être distribuée aux collectivités locales, que ce soit des réseaux de chaleur urbains, que ce soit des serristes. On a même de l'aquaculture, on a évidemment des particuliers, des industriels qui ont besoin de séchage, beaucoup dans l'agro-industrie. Donc on essaye, on a un projet qui se veut assez vertueux d'un point de vue local et sociétal, parce que cette chaleur va être
va être un moyen aussi de créer de l'activité, de chauffer les gens évidemment. Et le lithium va répondre à cette problématique que l'on a sur les matériaux nécessaires à la transition énergétique. Donc pour terminer sur ma présentation, c'est vrai que charge géothermale et lithium, il y a un double atout. Donc la charge géothermale, c'est permanent, c'est 24/7, c'est-à-dire que ce cycle de l'eau, on peut le faire sans s'arrêter. C'est renouvelable, puisque en fait, même si vous injectez de l'eau froide, quand on fait circuler cette eau, on se rend compte que le sol se refroidit très très peu. Est-ce qu'on parle de 1 degré au bout de 50 ans? Enfin, c'est assez minime, donc c'est très renouvelable, c'est local. Et il y a une empreinte foncière minime, puisque pour vous donner un ordre d'idée, quand on va forer des puits, une fois que les puits auront été forés, ils tiendront sur cet espace-là, là, entre les deux télés et jusqu'à moi. Donc c'est vraiment des puits que vous allez forer en tête qui vont être vraiment très proches et ensuite que vous allez faire s'écarter dans le sol. Donc une empreinte sur l'environnement qui est très très légère sur la partie extraction. Après, sur la partie conversion du chlorure de lithium que vous extrayez en carbonate de lithium, en hydroxyde de lithium qui est utilisé dans les batteries des voitures, là, vous êtes sur un process chimique. Disons que la partie extraction va être plutôt neutre, voire négative d'un point de vue carbone. Après, la partie chimique, c'est comme toute chimie, il y a besoin d'énergie. Mais au final, le projet va être très très proche de la neutralité. On est en train de terminer les ACV sur ce sujet. Donc le lithium géothermal, lui, c'est vrai que c'est peu de CO2, c'est l'eau qui est réinjectée, c'est local, et on considère qu'on préserve la biodiversité puisque jamais l'eau que vous allez extraire du sous-sol ne va venir dans l'environnement, puisqu'elle va être réinjectée tout de suite. Voilà. Donc, en conclusion, notre objectif, c'est de donner un bon coup de froid à votre facture énergétique, que ce soit sur les aspects chaleur ou sur le véhicule électrique. Voilà, merci. Alors, pour finir sur une tonalité positive, puisque personne ne veut en parler, je vais le dire quand même, un secret entre nous deux, trois. Eh bien, BRGM et Lithium de France, ah bah oui, ben oui, ils ont signé le 3 juillet un partenariat. Ça, c'était pour que vous partiez avec beaucoup d'espoir, parce qu'on est, voyez, bien aidé dans l'innovation, et que je suis sûre que si Maria et Eugenia pouvaient nous rejoindre, ben, elles mettraient 20 sur 20. Bon. Merci beaucoup à nos intervenants. Oui, juste pour finir, effectivement, comme le disait Luminita, nous avons signé avec le BRGM il y a 2 mois, effectivement, un accord de coopération pour comprendre comment ce lithium que l'on va produire va se régénérer. C'est-à-dire que quand vous envoyez de l'eau claire qui va venir balayer ce volume de réservoir et extraire le lithium, bah, évidemment, au bout d'un moment, on estime à peu près à 3-4 ans, vous allez avoir lessivé cette zone qui se trouve là. Et la question, c'est de savoir comment se régénère le lithium. Est-ce que le lithium va pouvoir se recharger dans ce réservoir? Et donc, c'est le travail que l'on mène actuellement avec le BRGM pour estimer, évidemment, un déclin possible. Est-ce qu'il y a une bonne régénération ou pas? Et donc, vous imaginez, et ça se rapproche un peu de ce que pourrait dire l'économiste, s'il n'y a pas de déclin, ben c'est génial parce que vous avez un plateau et donc économiquement, c'est vraiment un projet qui est absolument fantastique. Si au bout de 3 ans, ben, voilà, il y a un déclin, ben, c'est moins bien. Donc voilà, c'est des sujets très importants où l'économie du projet va être forcément très très impactée. Donc voilà ce que l'on fait avec le BRGM. Merci. Merci. Peut-être qu'on va inviter Myriam si elle a des choses à nous raconter.